Comment donner une récompense efficacement? Bien sûr, tous les enseignants ont déjà l'habitude de donner des récompenses fréquemment, des évaluations positives, des compliments, des sourires, des regards, etc. Mais il est rare qu'ils les donnent précisément d'une manière qui maximise les chances de renforcer les comportements récompensés. Passons donc en revue les ingrédients qui rendent une récompense véritablement efficace. Premièrement, cette récompense doit être immédiate. Une conséquence qui vise à renforcer un comportement doit intervenir immédiatement après ce comportement. Plus le comportement et la récompense sont proches dans le temps, et plus le renforcement est efficace. Ça vaut aussi bien pour les récompenses que pour les punitions. Un compliment sur un bon comportement donné en fin de journée sera beaucoup moins efficace que s'il est donné immédiatement. Simplement parce que le cerveau il aura plus de mal à établir le lien entre la récompense et le comportement en question. On comprend aussi que pour cette raison, les notes données au contrôle ou les appréciations portées sur les bulletins sont des renforcements très peu efficaces du travail et du comportement scolaire, car elles sont typiquement très éloignées dans le temps des comportements d'attention, d'étude et de travail qui conditionnent la réussite au contrôle et des comportements sur lesquels portent les appréciations. Deuxièmement, il est important d'expliciter le comportement. Il faut indiquer clairement et explicitement quel est le comportement que vous récompensez. Ceci afin à nouveau de faciliter la perception du lien entre la récompense et le comportement à renforcer. Si la raison pour laquelle un élève reçoit un compliment n'est pas claire dans son esprit, alors c'est un compliment gaspillé. Il est donc beaucoup plus efficace de dire « Cette fois, tu as réussi à réagir sans t'énerver, c'est très bien » ou encore « Bravo, tu as bien travaillé pour ce contrôle » que de dire juste « Très bien » ou « Bravo » dans toutes les situations. Il est important aussi que le comportement explicité comme étant récompensé soit un comportement concret, que l'élève est capable de reproduire. C'est pour ça qu'il faut récompenser plutôt l'effort que le résultat. Par exemple, pour ce qui est du travail scolaire, il vaut mieux récompenser les comportements d'études que l'élève peut contrôler et reproduire, que la bonne performance au contrôle qui en fait n'est pas un comportement dont l'élève a la maîtrise, c'est juste une conséquence du comportement d'études. Troisièmement, il importe d'avoir des récompenses de qualité. Il ne s'agit pas d'offrir des cadeaux coûteux, il s'agit d'offrir des récompenses qui ont une véritable valeur hédonique positive pour l'enfant, d'une manière qui maximise cette valeur. Donner des compliments de manière nonchalante et routinière, ça produit peu d'effet. Quitte à donner un compliment, autant le donner d'une manière efficace. Il faut le donner de manière enthousiaste et affectueuse. Ça se manifeste non seulement dans le contenu de ce qui est dit, mais aussi dans la manière dont c'est dit, dans le regard, l'expression du visage, le ton de la voix, les gestes. Ces considérations peuvent sembler banales, mais elles sont extrêmement importantes. Beaucoup d'enseignants et de parents pensent mettre en œuvre une démarche de renforcement des comportements positifs, mais ils échouent parfois pour des questions de détail. Le plus souvent, les renforcements sont donnés trop tard ou de manière pas assez systématique et explicite. Ensuite, à quelle fréquence faut-il donner les récompenses ? On pourrait intuitivement penser qu'il faut renforcer chaque occurrence du comportement de la manière la plus systématique possible, autrement dit 100%. En fait, les recherches expérimentales montrent que la systématicité est à double tranchant. D'un côté, bien sûr, plus le renforcement est systématique, et plus la probabilité du comportement augmente vite. De l'autre, le problème, c'est que le comportement devient dépendant de la récompense. Dès que la récompense disparaît, le comportement diminue. Or, l'objectif de tout enseignement d'un comportement, c'est bien entendu que ce comportement perdure et se généralise à d'autres situations, au-delà de la période de renforcement. Et pour atteindre un tel objectif, eh bien, il est préférable d'utiliser un renforcement intermittent, autrement dit récompenser certaines occurrences du comportement, mais pas toutes. Du coup, la probabilité du comportement augmentera un peu plus lentement, mais les acquis seront plus stables lorsque les récompenses diminueront. Par ailleurs, il est aussi préférable que le renforcement soit imprévisible. Récompenser exactement une fois sur deux, une fois tu l'as pas, une fois tu l'as, une fois tu l'as pas, ça peut engendrer des effets pervers qui sont juste dus à la prédiction faite par l'élève de la récompense ou de son absence. Bon, vous voyez, il est difficile de donner une recommandation générale sur la fréquence optimale des renforcements, parce que ça peut dépendre énormément du type de comportement, de sa durée, de sa fréquence, et aussi du type de récompense.
Il est nécessaire de déterminer empiriquement un bon compromis entre le renforcement systématique à 100%, qui peut être très coûteux en temps et en ressources, et qui rend le comportement dépendant du renforcement, et un renforcement trop rare qui, du coup, n'agit pas. Il faut évidemment que l'élève ait l'occasion de détecter un certain nombre de fois l'association entre le comportement et la récompense, pour que cette association renforce le comportement. Inévitablement, la fréquence de renforcement doit être modulée en fonction de la fréquence du comportement qui, en principe, doit augmenter, parce que c'est le but. Ainsi, plus la fréquence du comportement désiré augmente, et plus il y a intérêt à diminuer la fréquence des récompenses. D'une part pour des raisons pratiques, parce qu'on ne peut pas passer son temps à renforcer un comportement très fréquent, et d'autre part pour une raison d'efficacité. En récompensant de moins en moins le comportement, au fur et à mesure qu'il s'installe, on le rend moins dépendant du renforcement et plus susceptible de perdurer après la cessation de tout renforcement. C'est ce qu'on appelle l'atténuation. Il s'agit de s'assurer que le comportement se maintienne de manière autonome en nécessitant de moins en moins de récompenses, puis plus du tout. Et ça permet aussi d'économiser les récompenses et les efforts pour les donner, pour se concentrer sur les comportements en cours d'acquisition pour lesquels c'est vraiment nécessaire. Dans un grand nombre de cas où il ne s'agit pas de promouvoir des comportements ponctuels mais qui s'étalent sur une durée, l'atténuation peut se faire en modulant la durée sur laquelle le comportement est évalué. C'était ce qui était fait dans l'histoire de TED. Ou pour donner un autre exemple, pour un élève qui se lève tout le temps de sa chaise, on peut commencer par récompenser le fait de rester assis 10 minutes, ou toute autre durée jugée à la fois meilleure que le comportement actuel et atteignable. Et puis dès que cette durée devient très souvent atteinte, on révise les règles du jeu, en concertation avec l'élève. On peut passer à 20 minutes, ou on peut ajouter une condition, 10 minutes sans se lever et sans prendre la parole, sans lever la main, et ainsi de suite, de manière à arriver une heure, une demi-journée, une journée. En résumé, un régime efficace de récompense doit être intermittent, ne pas être totalement prévisible, s'atténuer progressivement. Enfin, nous allons aborder un modulateur de l'effet des récompenses, qui est le toucher affectueux. Le toucher affectueux désigne tout contact physique positif. Ça peut être le fait de poser brièvement la main sur une épaule, ou sur un bras, ou sur la tête, ou de serrer la main, ou même de taper dans la main, en contexte sportif par exemple, et cela peut aller jusqu'à un baiser ou un câlin. C'est un renforcement puissant, en tant que tel, ou utilisé de pair avec l'attention, avec les compliments, dont il peut démultiplier les effets. Alors bien entendu, le toucher affectueux, c'est principalement à l'usage des parents avec leurs propres enfants. Pour les enseignants, son usage est plus délicat. Néanmoins, nous l'évoquons ici car les enseignants ne peuvent pas l'ignorer. Après, c'est aux enseignants d'utiliser leur jugement pour déterminer s'ils peuvent se permettre de l'utiliser ou pas, avec qui, dans quelles circonstances et de quelle manière. Globalement, à l'école élémentaire, en France, le toucher affectueux entre enseignants et élèves reste fréquent et largement accepté. Lorsque c'est le cas, l'enseignant peut donc tout à fait l'utiliser d'une manière plus systématique pour renforcer les comportements positifs. Une simple tape légère et brève sur l'épaule, en même temps qu'un compliment, constituera dans la plupart des cas une bien meilleure récompense pour l'élève que le compliment seul. Alors bien sûr, il se peut que certains élèves n'apprécient pas le contact de l'enseignant. Par exemple, on sait que pour certains enfants autistes, tout contact physique est aversif. Auquel cas, il faut être capable de s'en rendre compte et de s'y adapter de manière à offrir à chaque élève des récompenses qui lui conviennent. On sait aussi que les adolescents sont moins demandeurs de contact physique avec les adultes, et c'est vrai même avec leurs parents, donc a fortiori avec les enseignants. Par conséquent, les contacts physiques deviennent vraiment exceptionnels à partir du collège. Et d'ailleurs, les compliments les plus effusifs aussi sont moins appréciés au collège, ils sont pas cool. Donc il convient aussi d'en modérer l'intensité. En fait, une bonne alternative au contact physique, c'est simplement la proximité physique. Le seul fait de donner un compliment, ou d'ailleurs une punition, à faible distance de l'intéressé, ça augmente l'effet de cette conséquence. Se rapprocher de l'élève, tout en donnant le renforcement positif, ça peut donc être une bonne manière d'amplifier l'effet des récompenses, en respectant bien sûr les distances minimales adaptées à l'âge et au contexte pour pas au contraire être perçu comme intrusif. Cette remarque sur la proximité physique concorde par ailleurs avec la recommandation générale de circuler régulièrement au sein de la classe plutôt que de rester collé au tableau. Pour conclure cette partie, toutes les recommandations qui sont faites ici concernant les récompenses sont en fait de portée très générale. Elles doivent absolument pas être réservées aux cas particuliers de certains élèves qui ont des comportements nécessitant d'être modifiés. En fait, de tels régimes de récompense, ils sont utiles pour tous les élèves, dans toutes les classes, et pour un usage collectif tout autant qu'individuel.
Les récompenses ne servent pas qu'à modifier les comportements inappropriés, elles peuvent aussi servir à les prévenir. Tout enseignant devrait donc s'interroger en début d'année sur le régime général de récompenses qu'il peut mettre en place dans chaque classe pour encourager les bons comportements et promouvoir une ambiance de travail harmonieuse.